Si je ne trouve pas de producteur, je ne le développerai pas en long, puisque en France, enfin je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, on peut pas, on peut rien faire d'un long autoproduit. J'ai fait du théâtre, j'ai fait 3 ans de théâtre, 3 ans de cours de théâtre, dans une école de théâtre, les cours Périmonie. C'était assez intensif, il y avait à peu près une vingtaine d'heures de cours par semaine. Et puis, comme c'était une école payante et qu'au bout d'une année, j'avais plus les moyens de payer l'école, j'ai passé une audition et j'ai intégré un conservatoire d'arrondissement. Donc j'ai fait pendant 2 ans après du théâtre au conservatoire du 9e. Et puis ça m'a donné le goût de la mise en scène. Et bon, comme j'avais fait des études avant de commencer à faire du théâtre, je culpabilisais un petit peu de tout laisser tomber. Donc j'ai essayé de faire en sorte j'ai fait un compromis en fait. Donc j'ai poursuivi des études d'anglais à la fac et je me suis spécialisée dans la traduction audiovisuelle. Je suis née à Londres, donc ça facilitait un petit peu. Donc tu es bilingue. Voilà, D'accord. déjà j'avais une aisance avec l'anglais. Mon père vivait à Londres à l'époque. Je suis née là-bas, donc ça a été assez facile. Et puis donc j'ai fait ces études de traduction audiovisuelle. Et puis j'ai travaillé pendant 5 ans pour la télé, notamment. Et je m'occupais du travail des traducteurs qui sous-titraient le JT de France 2, en fait, en anglais. Et donc le JT était diffusé aux États-Unis. Et moi, je chapeautais le travail des traducteurs. Sinon, je traduisais aussi des films, toujours le sous-titrage. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup visionné de films, puisque je corrigeais notamment le travail des autres. Et puis, ça m'a confortée dans l'idée que... Enfin, je ne me retrouvais pas dans les films que je voyais, en fait. Donc, j'ai voulu réaliser mes propres films. Et c'est comme ça que c'est né, en fait. Et donc, ça, voilà. Donc, ça va faire maintenant 4 ans, 4-5 ans que je réalise. Et j'ai commencé par un court-métrage de 13 minutes, Le Miraculé de Saint-Sauveur. Et à ma grande surprise, en fait, ce court-métrage a pas eu du tout de succès en France, mais par contre, il a été tout d'abord sélectionné au Festival de Palm Springs aux États-Unis. Et quand je suis allée là-bas, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce festival. Et j'ai découvert que c'était un des festivals les plus importants de courts-métrages aux États-Unis. Pendant une semaine, il n'y a que des courts-métrages qui sont projetés. Et les réalisateurs sont vraiment super bien accueillis. Il y a des conférences avec des personnes qui dirigent des festivals comme Sundance, etc. Il y a des fêtes tous les soirs. Enfin, on est vraiment accueillis comme des rois. C'est un vrai festival. Donc c'était vraiment génial. Et bon, j'ai pas eu de prix, mais rien que le fait d'avoir mon premier film sélectionné là-bas, enfin, d'après les Américains, c'était assez prometteur. Alors, du coup, ça m'a donné envie d'en faire un deuxième. Et donc là, j'en suis à mon 5e court métrage, mais celui que je suis en train de réaliser, c'est plus vraiment un court. C'est à peu près, il est estimé à une quarantaine de minutes, en fait. Et j'ai déjà tourné 12 jours. 12 jours de film, ce qui équivaut à peu près 12 minutes du film. Donc j'ai encore facile une vingtaine de jours à tourner. Donc comme j'autoproduis ce film, ça prend du temps, donc je fais ça petit à petit. Et comme dans cette histoire, il y a beaucoup, beaucoup de flashbacks, du coup, ça me permet de tourner les petits flashbacks d'abord, avant l'histoire principale. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de ton dernier court-métrage, alors celui-ci, Oui, Crank. dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré sur ce film? Sur ce film, Ouais. sur Crank. Crank, oui, exactement. Alors, en fait, Et- c'est né d'une ouais, rencontre, celui-ci. d'accord. À chaque fois, comment dire, enfin, les histoires que j'ai pu réaliser n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, mais celui-ci, c'est né d'une rencontre, en fait, avec une comédienne allemande, berlinoise, qui habite à Paris. Et donc, en fait, et qui est typée, enfin, quand on la rencontre comme ça, et même, enfin, on a l'impression qu'elle a des origines asiatiques. On a l'impression qu'elle est peut-être métissée, un peu comme moi.
Sauf qu'en réalité, quand on parle un peu avec elle, elle ne se connaît pas vraiment ses origines, parce que elle a des frères qui sont blonds aux yeux bleus, et ses deux parents sont pareil, blonds aux yeux bleus, donc elle ne sait pas du tout pourquoi elle est typée asiatique. Et sa mère lui a raconté que ce serait sans doute une arrière-grand-mère mongole, mais Donc ça a sauté on est en plusieurs générations. elle a quand même des doutes parce que, bon, elle pense que, enfin, je ne Bon, vais pas ok, d'accord. raconter sa vie personnelle, mais Raconte-moi le pitch du film. On va voilà. rester Donc, donc c'est né de domaine. cette rencontre avec D'accord. cette comédienne. Et en fait, D'accord. moi-même, donc j'ai des origines diverses et je suis née à Londres. Et donc, en fait, pendant toute mon enfance, j'ai beaucoup voyagé entre Londres et Paris, en fait. Mon père habitait à Londres, ma mère était retournée vivre en France. Et donc, j'ai baigné à la fois entre la culture chinoise de mon père, la culture occidentale de ma mère, plus le fait de faire des allers-retours entre Londres et Paris. Et c'est un peu le cas de cette comédienne allemande qui vit la moitié du temps en Allemagne et l'autre moitié en France. Et donc, voilà, donc ça m'a beaucoup parlé. Et j'ai écrit une histoire autour d'un personnage que j'ai créé en fonction d'elle, en fait. Donc, c'est l'histoire. On arrive non. Donc, c'est Ok. l'histoire, en fait, d'une jeune toxicomane berlinoise qui est envoyée par son père à Paris, chez son oncle, car elle a un oncle français, son oncle s'occupe de toxicomanes, en fait, de jeunes toxicomanes. Et comme le père ne sait plus quoi faire avec sa fille, il l'envoie chez son oncle. Et en fait, au départ, on croit que c'est une histoire voilà, de toxicomanie. En fait, pas du tout. En fait, cette jeune femme, on va découvrir que quand elle était toute petite, elle vivait à Paris avec son père, sa mère et sa sœur. Et que du jour au lendemain, son père a décidé de tout laisser tomber, de retourner en Allemagne, parce que sa mère et sa sœur sont mortes dans un accident de voiture. Et en fait, quand elle revient à Paris, c'est aussi un retour sur son passé. Et elle va découvrir en fait un secret. Et ça va changer beaucoup de choses dans sa Dans sa vie. vie, Voilà. d'accord. Et pourquoi le titre Krank avec un K, c'est ça? Oui, parce que Krank en allemand, ça veut dire malade. Et qu'en fait, tous les personnages, il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, il y en a à peu près 14, et ils sont tous liés de près ou de loin à la maladie. Mais ça peut être la maladie mentale, ça peut être la maladie de la drogue, ça peut être la maladie, enfin voilà. Donc du coup, Maladie Krank, quelconque, d'accord. Ça s'y prêtait bien. Et puis j'aimais bien le son, Krank, crack, toxicomanie, enfin bon, bref, voilà. N'hésite pas à m'appeler si tu trouves personne pour te ramener en voiture. Tout ira bien, t'inquiète pas. Je te dis que je veux pas que tu rentres toute seule la nuit. Quelle charge de travail a représenté l'élaboration donc, de ce dernier film, Krank? Oui. Et est-ce que tu as utilisé donc, le système D? Donc alors en fait, là, Krank, c'est le 5e projet que je réalise. Donc forcément, j'ai beaucoup plus d'aisance avec certaines choses qu'au début. Je ne fais pas les mêmes erreurs, je suis mieux organisée. Donc à ce niveau-là, c'est plus facile. Mais comme Krank est aussi le projet le plus long que j'ai jamais entrepris, puisque ça va être un moyen métrage qui va dépasser les 40 minutes, voire aller facilement peut-être au format 52 minutes, du coup, il y a des difficultés qui sont liées à la longueur du projet, que je n'ai pas rencontré jusqu'à présent. Alors comme c'est une histoire un peu particulière, où il y a beaucoup de personnages, et que chaque personnage, à un moment ou à un autre, il y a des flashbacks qui nous permettent de découvrir ce que le personnage était avant qu'au présent. J'ai procédé de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai tourné d'abord les flashbacks. Donc là, ça représente 1 journée, 2 journées de tournage. Et donc, ça m'a permis d'étaler mon tournage sur plusieurs mois. J'ai commencé en juillet, j'ai tourné le flashback de mon personnage principal à Berlin. Donc ça a été 1 journée de tournage à Berlin. Après, en août, j'ai tourné un autre flashback d'un autre personnage. Ça a été 2 jours de tournage, etc., etc. En septembre, octobre, ça a été pareil. Et j'ai entrepris vraiment maintenant le cœur de l'histoire
le mois dernier en tournant 4 jours dans l'appartement de quelqu'un qui m'a gentiment mis à disposition son appart. Donc oui, effectivement, le système D, c'est inévitable. Donc trouver les lieux de tournage, si possible gratuitement, avoir une équipe qui est bénévole, mais bien entendu qu'il faut défrayer, etc., etc. Et avec quelle caméra as-tu tourné et pourquoi ce choix? Alors pour Crank, j'ai tourné avec une caméra, c'est un Canon 5D Mark III et des objectifs Samyang, des objectifs ciné, parce que j'ai ce matériel depuis 1 an qui m'a été offert. Et donc pourquoi louer du matériel alors qu'on en a, voilà. Et pour des raisons justement d'économie. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent privilégier des caméras plus élaborées, genre RED, Scarlett, etc. Mais ça a un certain coût et notamment en post-production, après, c'est beaucoup plus lourd. Alors que là, l'avantage, c'est qu'on est plus autonome. Et c'est plus facile à transporter. Et puis voilà, enfin, à tous les niveaux, c'est plus facile. Peux-tu me parler du logiciel de montage et pourquoi ce choix? Et peux-tu aussi me parler de l'importance du son dans ce domaine-là? Voilà. Mais en général, pour moi, le son... Là, pour ton film, là tu es en cours de tournage. De tournage, oui, mais Ok. pour les autres en général... C'est le même logiciel de montage ou Alors, pas? oui, en fait, on va dire que... Alors, pour Miraculé de Saint-Sauveur, c'était un logiciel Final Cut Pro. Donc en fait, le monteur de ce film, c'était un prof que j'ai eu à l'ESRA quand j'ai suivi, parce que je ne vous ai pas raconté, mais en fait, j'ai suivi une petite formation quand même en réalisation. Quand j'ai décidé de me mettre à la réalisation, j'ai suivi une formation 6 mois à l'ESRA en réalisation. Et donc un de mes profs est devenu un copain et c'est lui qui a monté mon film, le premier. Et il a également monté le deuxième film que j'ai réalisé, qui était un 26 minutes, Le Dragon et le Phénix. Et donc, à chaque fois, on a utilisé Final Cut Pro. Et après, les 2 autres petits courts-métrages que j'ai réalisés par la suite, là, ce n'est pas lui qui les a montés, c'est moi, avec un autre copain qui faisait partie du projet. Et on a utilisé Première. Parce que c'était plus facile, plus facile, surtout pour l'ami avec lequel on a monté, c'était plus facile, donc on a fait avec Première. Mm. Et par rapport au son, est-ce que tu as eu des problèmes tu peux me parler de l'importance de ce domaine-là? Alors, pour moi, le son, c'est extrêmement important, mais ça n'est peut-être pas pour tous les réalisateurs. Le premier film que j'ai fait, justement, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient suggérées de manière sonore, mais qui n'étaient pas visibles. Donc, moi, je suis très sensible au son. En fait, je pense que j'ai fait une carrière ratée. C'est-à-dire que j'aurais adoré être musicienne, en fait. Mais bon, comme je n'ai jamais fait de musique, j'aurais dû commencer plus tôt. Enfin, j'ai toujours été très, très sensible à la musique et au son. Donc déjà, je me retrouve réalisatrice. Et du coup, forcément, le son, c'est très important pour moi. Ça le reste. Alors après, pour quel matériel on a utilisé? Kantar, des choses comme ça. De manière générale, en fait, c'est vrai qu'on privilégie plus l'image que le son. Et Oui. c'est vrai que les deux sont très importants, en fait. Oui, extrêmement important. Alors par exemple, pour Le Dragon et le Phénix, qui est le deuxième film que j'ai réalisé, donc là, cette fois-ci, c'est un thème qui n'avait rien à voir avec le précédent, avec des acteurs chinois, des acteurs français, ça se passe à Paris, alors que Le Miraculé de Saint-Sauveur se passe à la campagne, dans un milieu un peu à la Chabrol, bourgeoisie de province, enfin bon. Donc pour le Dragon et le Phénix, j'ai eu la chance d'avoir... comment dire, j'ai rencontré à Palm Springs, pour mon premier court-métrage, beaucoup de gens, et notamment un mixeur qui est par la suite venu s'installer à Paris. Et donc je l'ai rencontré à Palm Springs. Un Américain? Non, un Français qui a vécu 10 ans aux États-Unis. Et 1 an après, il est venu s'installer à Paris. Et ça a coïncidé avec le moment où je réalisais Le Dragon et le Phénix. Et il m'a mixé mon film. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a mis à disposition son studio de post-production pour Le Dragon et le Phénix, gratuitement.
Mais il fallait que je me débrouille pour trouver le mixeur, pour trouver l'étalonneur. Et lui, il m'a mixé mon film Le Dragon et le Phénix. Et le son qu'il a fait, enfin, c'était prodigieux, quoi. Je dirais même que c'était peut-être mieux que l'image. Mais oui, il a fait un très, très beau travail sonore sur mon film. Et il s'est proposé de refaire le mixage de Crank. Le prochain film, d'accord. De celui que je suis en train de réaliser, donc je suis très contente. Voilà. Quelle est ta meilleure expérience de tournage et as-tu des anecdotes à nous raconter? Alors, ma meilleure expérience de tournage, je crois que c'est en ce moment, en fait, parce que vraiment, j'ai une équipe fabuleuse. Enfin, vraiment, je m'entends très, très bien avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Anecdote, oui, bah, j'ai l'anecdote sur le tournage du Dragon et du Phénix, en fait. J'avais demandé l'autorisation aux Beaux-Arts de tourner. Il y avait une scène qui devait se passer dans les locaux des Beaux-Arts. Et le jour où on est arrivé, donc il y avait toute l'équipe de tournage qui était là. Le jour où on est arrivé, là où on devait tourner dans une certaine cour, on a découvert qu'il y avait un banquet qui était en train de s'installer, en fait, à cet endroit-là. Et il y avait à peu près 200 personnes qui étaient attendues au moment où nous devions tourner. Et donc, ça, c'était vraiment la panique parce qu'on était prévu à 15h. Eux, le banquet devait commencer à 15h. Enfin, il y avait eu un doublon, on ne comprenait pas pourquoi. Les deux, en fait, il s'est avéré que c'était l'école d'architecture qui est connectée aussi aux Beaux-Arts, qui avait eu l'autorisation de faire ce banquet ce jour-là. Et ils n'avaient pas communiqué avec l'école des Beaux-Arts et l'école des Beaux-Arts m'avait donné l'autorisation à moi aussi. Donc, il a bien fallu trouver un compromis ouais. parce qu'il y avait 200 personnes qui allaient débarquer et c'était pas possible de leur dire de retourner chez eux. Donc, là, il a fallu... la scène qu'on devait tourner était une scène de rencontre entre deux personnages principaux de mon film. Et donc, l'idée a été d'imaginer que la rencontre se passait lors de ce banquet. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus, que le tournage allait avoir lieu en même temps que le banquet. Donc, a priori, il n'y avait pas de problème, sauf que comment faire comprendre à 200 personnes qui ne sont pas du tout venues pour participer à un film, de ne pas regarder la caméra quand la caméra passe ou ce genre de choses, ça a été un peu compliqué, mais résultat, je me suis retrouvée avec, on va dire, une centaine de figurants, parce que il y a certaines personnes qui ne souhaitaient pas apparaître dans le film, donc à ce moment-là, elles s'écartaient. Je me suis retrouvée avec une centaine de figurants, comme si c'était une grosse production, gratuitement, avec l'accord et la bénédiction de tout le monde. Donc ça, c'était plutôt pas mal, quoi, pour mon film. Ça s'est bien terminé, finalement. Et t'as rencontré des difficultés à ce moment-là, par ça a été exemple, très avec difficile parce qu'on son... disait aux gens, laissez-nous passer. Il y avait un steadicammer qui était là, il y avait tellement de monde, les gens se retournaient et prenaient un air affolé parce qu'au bout de la 4e coupe de champagne, ils avaient oublié qu'on était là. Et donc, c'était vraiment pas évident de tourner la scène parce qu'il fallait que ce soit complètement naturel, il fallait surtout pas que les gens nous regardent. Donc, il a fallu s'y reprendre un nombre incalculable de fois. Mais finalement, il y a quand même eu quelques prises qui étaient bonnes. Et ça rend pas mal, en fait, parce que c'est une chance d'avoir 100 figurants dans un court-métrage comme ça. Voilà. C'est clair. Alors, est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et est-ce que tu arrives à en vivre? Oui. Alors, non, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, quand j'étais petite, je m'enregistrais en train de chanter voilà, je faisais pas, je regardais jamais la télé, je dessinais plutôt. Donc, je crois pas que j'ai toujours voulu être réalisatrice. Mais par contre, je me reconnaissais pas en fait dans les films que je voyais surtout. Donc c'est ça c'est ce qui m'a motivée pour faire mes propres films. Et déjà, le côté multiculturel, le côté... Il y a quelque chose qui m'a un peu gênée quand j'ai fait du théâtre, c'est que, étant eurasienne, j'étais soit pas assez typée, soit trop typée, enfin pour les rôles. Et puis j'ai constaté aussi, par exemple, pour les Asiatiques, les rôles qui sont proposés en France sont toujours caricaturaux, enfin pas du tout intéressants. Donc ça m'a aussi notamment motivée à écrire Le Dragon et le Phénix, par exemple. Mais sinon, c'était quoi la question? Si j'arrive à en vivre. Donc, en fait, j'ai travaillé donc un moment comme traductrice
pour l'audiovisuel. Après, j'ai travaillé en freelance. J'ai continué à faire des piges comme ça, donc ça me permettait de gérer mon emploi du temps comme je voulais. Donc ça, pendant que je faisais le Miraculé de Saint-Sauveur, je travaillais je faisais du sous-titrage à côté. Mais là, ça va faire 2 ans que je vis sur mes économies et sur les différents moyens pour obtenir de l'argent pour mes films. Donc, j'ai aussi réalisé des portraits de vignerons que j'ai vendus à une chaîne de télé, mais c'est une petite chaîne qui vient de se créer, et donc c'était extrêmement mal payé, mais disons que ça me permettait de crédibiliser mon travail. Mais sinon, je rêverais de pouvoir en vivre, et en fait, Crank, a priori, j'aimerais en faire un long métrage. Mais j'aimerais trouver des producteurs pour m'aider à le développer en long. Parce que sinon, si je ne trouve pas de producteurs, je ne le développerai pas en long, puisque en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, on peut rien faire d'un long autoproduit. On ne peut pas trouver de distributeurs, on ne peut pas trouver de chaînes qui achètent des longs métrages qui ont été autoproduits, c'est-à-dire sans que les gens aient été payés, sans que l'équipe de tournage ait vraiment été payée dans les règles de l'art, etc. Donc comme je ne peux pas procéder comme une vraie production, pour l'instant je m'en tiens à des projets qui ne sont pas des longs. Mais voilà, j'aimerais en vivre. Donc là, en fait, tous ces films, ça me sert pour faire, c'est comme un book pour un comédien, en fait. C'est pour montrer que je suis capable de réaliser des films, qu'il y en a certains qui ont été sélectionnés en festival, etc. Et puis pour trouver après une prod qui accepte de me faire travailler comme réalisatrice, quoi. Donc ça, c'est encore autre chose que je n'ai pas encore entrepris. Mais dès que j'aurai terminé Crank, je vais me lancer là-dedans, quoi. Ça risque d'être difficile, on verra. Que penses-tu des plateformes sur Internet qui permettent de financer un film via Ulule et KissKissBankBank? Alors en fait, donc j'ai eu recours à toujours la même plateforme en ce qui me concerne, on peut la citer, donc Ulule, pour 4 de mes films. Donc au début, ça a été, de toute manière, à chaque fois, ça a été beaucoup de travail. C'est pas juste lancer le projet et puis de temps en temps faire des appels via Facebook. C'est vraiment quotidien, montrer des phatos, donner envie aux gens, les relancer, contacter les contacts personnels, aller sur les différents sites de Facebook, les différentes pages de communauté, etc. et parler du projet. Donc c'est vraiment c'est un vrai boulot, hein. Pour le premier que j'ai financé en partie comme ça, donc le Dragon et le Phénix, ça a été plus facile. Déjà, il y a eu beaucoup de... Bon, moi, j'ai une partie de ma famille qui vient de Hong Kong, donc déjà, j'ai beaucoup de gens de ma famille qui m'ont aidé via Ulule. Mais sinon, pour les autres, plus on avance dans le temps, plus ça semble difficile, en fait, d'obtenir la totalité de la somme qu'on se fixe via ce type de plateforme. Alors en fait, l'explication, c'est qu'il y a d'autres productions qui se sont rendues compte que ce système-là, ça marchait bien. Et c'est en l'occurrence des productions qui n'ont pas besoin de ce système de financement, et des productions qui sont bien implantées à Paris, qui ont déjà un gros budget pour leurs films et qui se disent, tiens, pour la régie par exemple, peut-être qu'on pourrait demander 2000, 4000 via Ulule. Et extra, quoi. Voilà, et qui ont en plus des fois des têtes d'affiche. Et qui du coup propose aux gens, si vous nous donnez 100 €, vous pourrez être pris en photo avec telle star ou telle... voilà. Et donc ils font une concurrence un peu déloyale aux petits projets qui essayent de s'en sortir comme ça. Et du coup, forcément, les gens donnent plus facilement à ces grosses productions parce qu'elles sont, comment dire, parce qu'il y a du budget, il y a du budget. Si leur nom est associé à ce projet-là, ils ont l'impression que quelque part, ils vont plus briller qu'en aidant un petit projet qui sort de nulle part. Et du coup, ils font vraiment de la concurrence un peu déloyale aux petits projets comme nous. Donc, plus ça va, plus c'est difficile d'avoir des sous via ces plateformes-là. Voilà. Donc avec la technologie d'aujourd'hui, on peut l'accès à une caméra est rendu plus facile. Enfin, une personne peut aller s'acheter une caméra, un logiciel de montage,
Mais quand même, on rencontre des difficultés à créer un film. Oui. Est-ce que tu penses que c'est le futur du cinéma? Qu'est-ce qu'on y perd, qu'est-ce qu'on y gagne en fait? Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans la technique. Enfin, pas dans la technique, mais plutôt dans les moyens. Enfin, qui adorent utiliser les caméras les plus performantes. L'Alexa, par exemple, c'est ça, l'Alexa ou l'Alexia? Oui, L'Alexa. oui, L'Alexa, voilà, qui vont pas hésiter, alors que c'est leur premier film, à tout investir dans la location de cette caméra, par exemple. un court-métrage et les gens prennent carrément une Alexa, quoi. Voilà, voilà. Ou une RED. Voilà, ou D'accord. une Red, ou une Scarlett, etc. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'un film, c'est pas que de la technique, c'est pas que des belles images, c'est une histoire. Donc si la personne, elle a rien à dire, si elle a si elle met des belles images les unes après les autres, peut-être que ça en met plein la vue, comme ça, mais ça suffit pas, parce que faut regarder un peu les films qui intéressent les gens. Si c'est une histoire qui nous parle, c'est aussi des comédiens qui jouent, enfin, c'est tout un ensemble, c'est pas juste des belles images. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans. Donc, ils vont dépenser beaucoup d'argent là-dedans, et puis ils vont complètement laisser tomber l'aspect scénaristique. Et du coup, ben, ils vont un peu se planter, quoi. Parce que pour les festivals, ça va pas forcément. Ils en ont tellement des projets, et toujours avec des moyens incroyables, que c'est pas ce qui prime. C'est vraiment l'histoire, et si c'est bien joué par les comédiens, et enfin, c'est un ensemble, quoi. Si le montage est bien fait. Donc, je pense que à ce niveau-là, on peut se perdre. On peut facilement être tenté d'utiliser toujours le meilleur en matériel. Et je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais par contre, ce qui est fabuleux en contrepartie, c'est que il y a effectivement, comme le Canon 5D Mark III, qui n'est pas très cher à la location, on peut maintenant, ça rend accessible cet outil-là. Tout le monde peut faire des films. Donc ça, c'est vachement bien. Mais après, il y a quand même le système qui est en place qui rend les choses difficiles. Comme je disais tout à l'heure, quand on fait un long métrage et qu'on l'a autoproduit, eh bien, on est très content, surtout si on arrive à le finir et à le monter. Mais au moment d'essayer de trouver un distributeur ou une chaîne de télé pour le racheter, là, les portes se ferment parce qu'on ne rentre pas dans le système. On n'a pas payé les gens, on n'a pas fait les choses en amont comme il fallait, quoi. Donc, faut bien penser à tout ça avant, je pense. Alors dis-moi, que penses-tu du cinéma français actuel? Ben, je suis pas. Enfin, quoique, c'est difficile à dire parce que c'est quoi le cinéma français actuel? C'est nous? C'est Ou alors, voilà, c'est nous. Alors, donc, il y a des trucs qui sont super, et en général aussi. Voilà, c'est nous, mais après, ce qui sort au cinéma, enfin, ça, c'est autre chose. Moi, j'adore Jacques Audiard. Et il est français, bon. Oui. Mais à part lui et peut-être un ou deux autres réalisateurs qui ne me viennent pas spontanément à l'esprit, oui, c'est pas forcément le cinéma qui m'attire le plus, quoi. Donc, mais est-ce que je suis une référence? Je sais pas. Mais en tout cas, après, oui, cinéma français, ça veut plus dire grand-chose parce que après il y a le cinéma indépendant, comme ça, il y a des petites perles qui sortent parfois, mais c'est effectivement pas forcément les films qui sortent en salle de cinéma. C'est-à-dire... Dans les courts-métrages, par exemple, on découvre des trucs incroyables, mais quand on regarde les gros blockbusters français, c'est pas forcément... C'est des grosses comédies, après. Ouais, ouais, c'est pas toujours... mais bon, je sais pas. C'est le... On coupe une minute? On va vite fait. Ça dépend quel film, quoi. Enfin, moi, j'adore Jacques Audiard, mais est-ce qu'il y a... Si on compare avec le cinéma américain... Oui, il y a aussi beaucoup de choses américaines qui sont pas bien non plus. Donc, ouais. Mais tu vois, par rapport à notre cinéma, donc, tu penses que notre cinéma parle à tout le monde ou pas du tout, qu'à nous-mêmes, ou qu'à une certaine partie du public? Moi, c'est difficile parce que il y a cinéma, enfin, il y a les films qui sortent en salle. J'essaie de trouver des titres de films français là, qui sortent en salle. Bon, pas forcément les ch'tis, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, récemment, là... Qu'est-ce qu'il y a eu là récemment
Bah, des fois, il y a des films de genre. Après, je sais pas si... Il y a un film belge qui est sorti, mais il n'est pas français, que j'ai beaucoup aimé, mais qui est un peu dur. Alors, cinéma français, qu'est-ce qu'il y a eu J'aime bien les films de Mai Wen, mais bon, c'est pas... Dein Vater ist heute mit dir zu mir gekommen, weil er weiß, der einzige Weg aus der Sucht ist der vollkommene Entzug. Avec qui souhaiterais-tu travailler si tu en avais la possibilité? En tant que comédien ou comédienne? Tu peux rêver. Ouais, d'accord, j'ai le droit de rêver. Bon, j'adore la comédienne Kate Blanchett. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à aimer les comédiens qui sont des caméléons qu'on ne reconnaît pas du tout d'un rôle à l'autre. Enfin, ouais, d'un rôle à l'autre. Donc, elle a cette particularité-là. Elle est capable de prendre l'accent de la reine d'Angleterre alors qu'elle est australienne. Elle peut prendre un autre accent. Elle change complètement de tête. Donc, moi, j'adore ce genre de comédien. J'aime bien Gary Oldman aussi pour ça. Donc voilà, ça c'est les deux comédiens qui me viennent spontanément à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Bon, j'aime principalement des comédiens qui sont méconnaissables d'un rôle à l'autre. Je déteste ces comédiens qu'on reconnaît avant de découvrir le personnage, quoi. Ça, je n'aime pas du tout. Bon, mais c'est une question de goût, hein. Je suis d'accord avec toi, je suis Voilà. d'accord. C'est vrai qu'en tant qu'acteur, je préfère jouer dans plusieurs genres de films et jouer plusieurs genres de personnages, en fait. Avoir une sorte d'éventail Qui change de large, peau, quoi. voilà, Qui change de peau. cheveux courts, cheveux longs, rasé, pas rasé, voilà, barbe, enfin n'importe, avec le costume, voilà. Ça c'est bien ça. Après ça c'est les goûts comme. Ouais, voilà. Alors, quels sont tes souhaits en tant que réalisateur sur le court, moyen et long terme? Ben, j'aimerais vivre de mon métier, en fait, tout simplement. Alors, pas forcément devenir riche et célèbre, mais vivre de mon métier. Donc là, c'est vraiment le dernier projet que j'entreprends comme ça. Je le sens, je sens que je vais passer un cap, là. Dans la vie, on passe différents caps. Et là, je sens que c'est vraiment le dernier projet que je fais comme ça. Je trouverai d'autres moyens. De toute manière, je travaillerai toujours dans le milieu du cinéma, de l'audiovisuel. Mais en tout cas, c'est la dernière fois que j'auto-produis de A à Z quelque chose, parce que c'est très, très fatigant. Et puis, à un moment donné, on a l'impression qu'on en a fait le tour. Enfin, j'ai l'impression de connaître plein de choses. Pas juste le métier de réalisatrice et de scénariste, mais même au niveau technique, au niveau logistique, au niveau... Enfin, c'est bon, je sais réaliser un film. Alors après, est-ce que je le réalise bien ou pas bien? Est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas? Je sais pas, mais j'en ai fait le tour, quoi. Donc, faudrait que... Ouais, j'aimerais Tourner la page, quoi. Tourner la page et vivre de mon métier, pouvoir gagner de l'argent en faisant ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui débute? En fait, la persévérance, quoi. Ça, c'est vraiment... c'est pas toujours facile. Il y a des moments vraiment où on se pose des questions, mais il faut, envers et contre tout, croire en ce qu'on fait et puis pas se laisser démotiver parce qu'en fait, chaque parcours est différent. Il n'y a pas de règles pour réussir, en fait. Il y a des gens qui faisaient quelque chose qui avait absolument rien à voir et qui se sont retrouvés dans ce métier-là. Il y en a d'autres qui ont fait des écoles et qui, finalement, laissent tomber et font autre chose. Donc, il n'y a pas de règles. Alors, c'est bien d'écouter la vie des autres et de s'en inspirer, mais il ne faut pas que ça démotive. Parfois, on peut se démotiver en se disant « Oh là là, mais lui, il a fait ça, moi, je n'ai pas fait ça, j'y arriverai jamais. » Non, il n'y a pas de raison. Il faut y croire. En tout cas, il faut y croire parce que c'est des métiers où rien n'est là. Tout est... c'est de la fiction, enfin, c'est des choses qui n'existent pas. Elles ne peuvent exister que si on y croit. Donc, il faut y croire. C'est le principe de base, quoi, je pense. Donc, dernière question. Pour conclure, quel est le film que tu as particulièrement aimé ces derniers temps? Alors en fait, récemment, j'ai vu donc La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Alors en fait, parce que je suis allée au Festival de Cannes cette année. Et donc j'ai vu d'autres films là-bas, mais La vie d'Adèle, je ne l'avais pas vu. Et puis il y a eu tout un tas de débats aussi par la suite sur le réalisateur qui aurait été un tortionnaire ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a eu tout un tas de trucs qui m'ont été racontés. Et je me suis dit, il faut que je le voie parce que
faut que je me fasse une opinion. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la comédienne. Elle se donne à fond. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était extraordinaire. Adèle? Ouais, Adèle. Donc, j'ai bien aimé ce film. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment aussi? Donc, j'ai vu ce film. C'est un film qui porte un nom américain. Tennessee, pas Tennessee. Enfin, c'est un film belge. Alabama Monroe? Voilà. Je l'ai vu. Oui, j'ai bien aimé ce film, mais dur, quoi, très dur. Le sujet, Oui, oui. très très dur. Qu'est-ce que j'ai vu? Enfin, il y a plein de films super qui sortent. Tu l'as vu? en ce moment. C'est un film allemand. Il s'appelle Oh Boy. Old Boy? Oh Boy. Non, je ne l'ai pas vu. Bah, il a gagné des Lola, il a gagné Ouais. plusieurs prix aussi, puis il a été sélectionné un peu partout dans des festivals, et puis il continue sa traversée, enfin il continue à sortir un peu partout dans le monde, et puis voilà, moi c'est le film que j'ai vu là cette année D'accord. qui m'a plus parlé, quoi. D'accord. Non, je n'ai pas vu ce Je te film-là. conseille, en noir et blanc en D'accord. plus, premier Mhm. film du réalisateur, et puis voilà. D'accord. Et puis bon, il y a eu plein de films. Justement, le film chinois qui s'intitule comment déjà A Touch of Sin, qui a été présenté à Cannes. Très dur, mais en même temps qui montre une réalité actuelle en Chine. C'est effroyable, quoi. Tous ces gens qui ont plus de repères à part l'argent et qui sont prêts à tout pour avoir de l'argent, quoi, et qui ont perdu tout repère, tout sens même élémentaire, quoi, d'aider l'autre, ou non, c'est chacun sa peau, chacun... C'est assez effroyable, mais c'est super bien réalisé. J'ai bien aimé ce film aussi. Enfin, il y a plein de films Oui, qui j'imagine. sont Ouais. sortis. Lost, le film avec Redford, All is Lost. All Je is l'ai vu, Lost. ouais. Je l'ai vu aussi à Cannes, il est pas mal. Il dit seulement que 2 mots. Hein. Ouais, c'est assez incroyable. 2 Non, mots, c'est et il est bien, sur il un a- bateau tout le film. Tout est dans Ouais. l'expressif, quoi, voilà, après là. Donc voilà, il y a sans doute des films que j'ai oublié de mentionner, mais bon, il y en a pas mal. Voilà. Juste pour te dire info, si je laisse un temps, c'est normal. Après tes réponses, je laisse un temps. Ouais. Est-ce que je parle trop? Peut-être que je devrais parler moins. Je sais pas. Non, Non, c'est bien, Non, on est dedans. Ah bon on a eu le contraire tout à l'heure, c'est pour Ah ça. bon c'est Ah pour ouais, ça. d'accord, Là, ok. c'est le jour et la nuit. Ah bon, d'accord. Mais j'aime bien, on t'écoute et puis. Ouais, C'est d'accord. vrai que. Ok. On reprend.